L'alimentation est souvent le parent pauvre lors d'un assemblage de PC. Pourtant, la délaissée peut induire des instabilités, des redémarrages intempestifs ou des défaillances de composants inexpliqués. L'alimentation qui fournira un courant de qualité à votre machine aidera en effet les composants à fonctionner de façon optimale et donc à mieux vieillir. Si sur une configuration premier prix, qui montrera assez rapidement ses limites, la question ne se pose que partiellement, elle est donc importante sur les configurations de joueurs, de travail ou d'utilisateurs exigeants. Pour commencer, il faut estimer le besoin maximal de puissance de votre machine. Pour cela, deux solutions. Additionner les consommations, TDP et autres notions équivalentes données par les fiches techniques des constructeurs, ou utiliser un calculateur en ligne. La première façon est un peu fastidieuse, mais plutôt fiable, tandis que la seconde dépendra du calculateur choisi, tous n'étant pas aussi précis dans les calculs. Une fois ce calcul fait, il faut savoir qu'une alimentation se comporte au mieux dans une plage de charge comprise entre 40 et 70% de sa puissance nominale. Ainsi, si votre configuration est capable de dévorer 380 watts, on conseillera une alimentation de 550 watts. Car 550 x 40 divisé par 100 donne 220 watts, et 550 x 70 divisé par 100, 385. Votre configuration au repos comme en charge sera bien sur la plage de fonctionnement optimale de votre alimentation, garantissant ainsi les meilleurs rendements et donc une consommation moindre, un dégagement de chaleur à l'avenant. Une fois ces informations en main, il reste à choisir votre alimentation. De manière générale, je vous conseille fortement d'éviter les marques blanches, marques distributeurs ou marques no-name, c'est-à-dire inconnues sur le secteur ou sans marque. Ensuite, visez au minimum une certification 80 plus bronze, désormais très accessible financièrement, mais garantissant déjà une qualité globale des composants pour pouvoir répondre à cette norme. Si vous désirez une alimentation plus efficiente, plus silencieuse, il faudra monter en gamme et les normes 80 plus peuvent continuer à vous guider. 80 plus Silver, Gold, Platinum ou Titanium, dont les rendements maximum s'échelonnent de 89 pour du Silver à 96% pour du Titanium. Autre chose à vérifier, c'est que l'alimentation comportera bien l'ensemble des connecteurs d'alimentation nécessaires à votre configuration. Alimentation 4 ou 8 pins pour le processeur, nombre de connecteurs d'alimentation PCI Express 6 ou 8 pins selon la ou les cartes graphiques choisies, nombre d'alimentation SATA si vous disposez de nombreux lecteurs ou disques durs, etc. Enfin, la question de l'alimentation modulaire peut se poser dans deux cas. Si vous disposez d'un boîtier petit, où chaque chose a une place et où le câblage inutilisé pourrait devenir une gêne, ou alors si vous cherchez à optimiser au mieux le flux d'air d'une configuration musclée. En effet, ces alimentations vous permettront de ne brancher que les connecteurs dont vous avez besoin et de ne pas laisser les inutilisés à l'intérieur de votre machine. L'alimentation prend généralement place en bas du boîtier. Si le boîtier dispose d'une prise d'air externe, utilisez-la, cela permettra à l'alimentation de ne pas envoyer d'air chaud sur le composant et de ne pas prendre l'air chaud du boîtier pour se refroidir. Le rendement n'en sera que meilleur, ainsi que son silence de fonctionnement. Il faut ensuite la visser, soit par le dessous, soit par l'arrière du boîtier, selon la conception de ce dernier. Il y a sur une alimentation plusieurs types de connecteurs. Le connecteur d'alimentation SATA, en forme de L allongée, qui sert à alimenter les lecteurs optiques et les disques durs. Les connecteurs Molex, qui disposent de 4 trous ronds et permettent de fournir des tensions de 5 et 12 volts selon les fils utilisés, le rouge fournissant le 5 volts et le jaune le 12 volts. Le connecteur d'alimentation processeur, soit au format 4 pins ou 4 plus 4 ou 8 pins selon la puissance demandée par le processeur. Le connecteur d'alimentation de la carte mère, alimentant également la RAM et les différents chipsets, et comportant généralement 24 pins ou 20 pins sur certains modèles anciens. Les connecteurs d'alimentation pour carte graphique, au format 6 pins, 8 pins ou 6 pins plus 2 pins, chaque connecteur ayant une forme ou un nombre de pins différents permettent d'être reconnus sans risque de confusion avec les autres connecteurs. Commencez, si ce n'est déjà fait, par mettre le boîtier en position verticale et passer l'ensemble des câbles de l'alimentation à l'arrière.
Recherchez l'alimentation 4 ou 8 pins du processeur, remontez-la et passez-la autant que possible le long ou derrière la carte mère. Effectuez la même chose avec le connecteur 24 pins de la carte mère. Roulez les câbles ou utilisez des serre-câbles si besoin. Ensuite, connectez des alimentations des lecteurs et des disques durs et enroulez-les ou utilisez des serre-câbles. Alimentez maintenant les cartes filles si nécessaire avec les connecteurs 6 et ou 8 pins. Roulez les câbles et utilisez des serre-câbles. Enfin, connectez les ventilateurs en Molex. Petite astuce pour une configuration plus silencieuse sans Rhéobus, vous pouvez couper avec le cutter ou la pince coupante utilisée pour couper les serre-câbles, les connecteurs Molex afin de les insérer à l'envers par rapport au détrompeur. Vous alimenterez alors vos ventilateurs en 5 volts au lieu de 12 volts, diviserez leur vitesse de rotation d'environ 60% et leur nuisance sonore d'autant. Attention néanmoins, leur débit d'air et leur pression seront également diminués. Faites également attention, certains rares ventilateurs n'arrivent pas à démarrer à cette tension et devront donc obligatoirement être branchés en 12 volts pour fonctionner.